Vous retrouve rapidement. Qu'est-ce qu'on sait davantage autour donc de cette affaire de tenue de l'armée burkinabé retrouvée au sein de l'ambassade de France du Niger? Non, c'est... Est-ce qu'on comprend finalement désormais les positions de la France, de Macron, qui ne voudrait pas que M. Ité quitta le Niger? Non, on comprend simplement que nous sommes dans la continuité du premier sujet. Vous voyez que les deux se tiennent quelque part. Tout à fait. Parce que nous sommes là en plein exercice d'analyse de la politique étrangère française en Afrique. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Et tout à l'heure, on l'a rappelé, qu'elle tournait principalement autour du soft power, c'est-à-dire que les opérations clandestines, les opérations secrètes. Vous vous souvenez encore de cette histoire pendant la guerre du Biafra, où l'ambassade de Côte d'Ivoire, de France en Côte d'Ivoire, l'ambassade de France au Gabon servait de base logistique pour alimenter les rebelles biafrais. Nous sommes dans le même schéma actuellement, avec ce qui se passe au Niger. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Si vous avez compris qu'il y a eu des crises, où non seulement on a permis aux mercenaires français tels que les Bob Denard qui opéraient pendant la guerre du Biafra, du côté des rebelles biafrais, et leur base logistique était les ambassades de France en Côte d'Ivoire et au Gabon qui servaient justement de colis logistiques et de relais logistiques pour alimenter les rebelles. Mais quand vous analysez la situation au Sahel, vous comprenez que les ambassades de France actuellement au Sahel sont dans le même travail. C'est tout. Puisqu'ils n'ont pas changé de stratégie. Ils sont dans la continuité de leur travail, qui concourt à ce qu'on appelle tout à l'heure le soft power. Et c'est quoi le soft power? Le soft power, c'est cette stratégie qui permet à certaines puissances d'agir hors de leur territoire sans engager la responsabilité de leur pays. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que ça leur permet d'agir sans engager la responsabilité de leur pays. Et on maquille ça sous une forme d'opération clandestine, opération secrète, qui porte souvent des noms codés. Je vous donne quelques exemples. Vous avez entendu parler de l'opération Rainbow Warrior en 1985. Oui. De 10 juillet 1985. Rainbow Warrior. Merci. Où vous avez les forces, les services secrets français, plus connus sous le nom à l'époque, c'était le SDEC. Le SDEC, qui se sont plus apposés des bombes sur un chalutier de Greenpeace. Pourquoi? Simplement parce que ceux-ci vous devez perturber les essais nucléaires français au niveau de Mouroura, dans le Pacifique. On s'est permis à bombarder des civils. Il faut aussi dire que Greenpeace, entre guillemets, n'est pas autant civil que ça, parce que ce sont les relais des ONG qui sont contrôlés par les parents du terrorisme à l'échelle internationale, tels que les Georges Soros. Mais vous voyez, l'idée, écoutez comment un État peut réfléchir. C'est-à-dire, ils ne dérangeaient pas, c'est-à-dire ils perturbaient, et c'est ça, ils perturbaient les essais nucléaires français à Mouroura dans le Pacifique. Ils ont été bombardés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient négocier, pouvaient les amener à comprendre que les sont finis et vous revenez après. Ils ont bombardé le navire. C'est le banditisme d'État. Le banditisme d'État, merci docteur. Mais on va même encore plus loin. Vous avez entendu parler de l'opération Persil en 1959 ou simplement parce qu'en 1958, après que la Guinée-Conakry eut l'indépendance, en 60, lorsque le président Ahmed Sékou Touré décide justement de quitter le CFA pour battre monnaie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on fabrique un groupe de mercenaires pour mettre en mal non seulement le pays, et on inonde le pays d'une fausse monnaie. D'ailleurs, je vous rappelle ce que dit un patron des services secrets français, à l'époque c'était le SDEC, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage français. À l'époque, vous avez un patron du SDEC, le responsable Afrique du SDEC. Voilà ce qu'il dit. Il dit, et il s'appelle Maurice Robert. Maurice Robert dit ceci. Il dit, le fameux Maurice Robert. Il dit, nous devions déstabiliser Sékou Touré, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la prise du pouvoir par l'opposition. Il poursuit en disant, nous avons armé et entraîné ces opposants guinéens, dont beaucoup étaient des peuls, pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée et si possible qu'ils renversent Sékou Touré. C'est Maurice Robert qui le dit, patron du service Afrique du SDEC. Vous vous souvenez de ce qu'on nous a appelé l'opération Licorne en Côte d'Ivoire? Parce qu'il faut dire très clairement le prétexte dans ça. Parce que généralement, pour mener à bien ces opérations secrètes, vous avez 3 points d'entrée sur le continent africain. Vous avez les bases étrangères, vous avez les ambassades et vous avez l'Ando-Colonna. Pourquoi? Parce que ces 3 éléments dont je venais de citer, les bases étrangères, l'ambassade et l'Ando-Colonna, leur permettent de trouver le prétexte à l'intervention militaire.
qui généralement diffèrent des objectifs pour lesquels ils interviennent. L'opération Licorne en Côte d'Ivoire en 2002, quel était le prétexte? Le prétexte était intervenir entre les belligérants. C'est-à-dire que lorsque la France intervenait lors de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire en 2002, il s'agissait d'intervenir entre les belligérants, c'est-à-dire de jouer le rôle d'une force tampon pour empêcher justement les forces gouvernementales pro-Gbagbo de véritablement entrer en conflit avec les FRC qui étaient contrôlés par Alassane Dramane Ouattara et les forces spéciales. Exactement. Alors, ça c'était le prétexte, c'est-à-dire intervenir entre les belligérants. Mais vous savez quel était l'objectif? L'objectif était d'affaiblir le soulèvement, c'est-à-dire qu'il y avait un soulèvement populaire qui était pro-Gbagbo. L'objectif était d'affaiblir ce soulèvement populaire, mais mieux encore de faire pression sur le régime du président Laurent Gbagbo et si possible le renverser. C'était ça les objectifs en 2002. Je vous prends un autre exemple. Janvier 2013, l'opération Serval au Mali. On nous a dit pendant l'opération Serval au Mali, vous savez quel était le prétexte lorsqu'on intervenait au Mali? Le prétexte était empêcher les forces salafistes de s'emparer de la capitale Bamako. Empêcher les forces salafistes de s'emparer de la capitale Bamako, on a bien envie de rire. Parce que le gouvernement malien, lorsque ces rebelles étaient aux portes de Bamako, ils ont sollicité l'aide de la CEDEAO et de toutes ces personnes-là que personne n'a broché le petit doigt. La seule armée qui est venue au soutien du Mali, c'était les troupes du maréchal Idriss Déby, paix à son âme. Il est le seul qui s'est levé. La CEDEAO qui, des années avant, a eu le courage de mobiliser 6500 hommes avec Macky Sall pour aller attaquer la Gambie de Yaya Jammeh, pour chasser Yaya Jammeh, installer Adama Barrow au pouvoir. Le même Adama Barrow que la CEDEAO aujourd'hui reconnaît ne peut être un démocrate. La CEDEAO n'a pas été capable de bouger un petit doigt pour aider le Mali. Et donc, le prétexte que la France a trouvé pour intervenir au Mali en janvier 2013, c'était d'empêcher les forces salafistes de s'emparer de la capitale Bamako. Or, en réalité, les objectifs, c'était de résoudre les problèmes ou alors la brouille qui existait entre les services secrets français et le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, qui était fort présent dans le Nord Mali. De mars à octobre 2011, vous avez entendu parler de l'opération Harmattan en Libye, qui avait été encadrée par l'OTAN, avec les criminels. Pour aller sauver les gars qui... Le criminel de Sarkozy. Benghazi. Le prétexte était quoi? Protection des populations civiles, précisément dans la ville de Benghazi. Qui était le fief du soulèvement contre le guide libyen Muammar Kadhafi. Ça, c'était le prétexte. Mais vous savez quel était l'objectif? Soulèvement qu'ils ont organisé. Bien sûr, président, soulèvement qu'ils ont organisé. En réalité, l'objectif, c'était quoi? C'était d'assassiner Muammar Kadhafi. Parce qu'il portait un projet d'émancipation économique pour l'Afrique et de souveraineté. Sans parler justement des révélations qu'il pouvait faire, qui justement pouvaient porter atteinte à la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc il devenait encombrant, il fallait l'éliminer. Mais le prétexte qu'on a trouvé, c'était qu'il fallait aller défendre les populations civiles de Benghazi. Et ils ont encadré ça dans ce qu'ils ont appelé le droit humanitaire. On poursuit. 2002-2013, vous avez entendu parler de l'opération Bouali en République centrafricaine. Le prétexte était lequel? Il fallait soutenir les forces armées de la RCA en pro-rebelles terroristes. Mais vous savez quels étaient les objectifs en réalité? Les objectifs c'était de renforcer les capacités logistiques et de renseignement des groupes rebelles qui menaçaient le gouvernement de Bangui. On poursuit en 2003. Vous avez entendu parler de l'opération Mamba, qui finit plus tard par devenir l'opération Artemis au Congo. Le prétexte était l'aide humanitaire. Mais les objectifs, c'était de freiner la progression des FARC, les forces armées de la République démocratique du Congo, contre les positions des rebelles. Parce qu'il fallait permettre aux multinationales étrangères de continuer à piller le coltan, le cobalt et le coltan à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez entendu parler de l'opération Shamshat en 2009-2020 par la France, où lorsque Hollande arrive et demande que la France se retire de l'Afghanistan, mais par derrière, les services secrets français, la DGSE, recrutent au sein de la population civile, les donnent le matériel militaire des forces afghanes pour justement servir d'indic et donner le renseignement aux services secrets français contre les positions talibans. Mais lorsque la France fuit l'Afghanistan, la plupart de ces indiques-là sont restés et ont été massacrés par les talibans. C'est ça la politique étrangère française, non seulement en Afrique, mais dans le reste du monde. Si nous ne pouvons pas comprendre ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a ici d'abord un devoir pédagogique de dire aux Africains de quoi il est question. Donc nous sommes dans la continuité de ce qu'ils ont eu l'habitude de faire. Et ce qui est valable actuellement
du côté de Niger, c'est-à-dire que cette tenue militaire du Burkina Faso, des armées burkinabées qui était trouvée à l'ambassade de France au Niger, je peux vous rassurer que c'est la même dans la plupart de toutes ces ambassades-là. Qu'est-ce qui fait? On a quel problème avec la France pour qu'en plein 2020, 2021, 2022, 2023, on nous envoie un général de brigade comme ambassadeur? Vous expliquez ça comment? C'est l'innovation. C'est-à-dire que je ne sais pas. C'est-à-dire, on se pose la question. Je pense, normalement, pour laver même leur image au Cameroun, et même en Afrique, parce qu'il faut dire que le Cameroun fait partie des pays où on a vécu cette lutte d'indépendance, où on a encore... Un véritable génocide. Oui, on aime souvent parler vider le contentieux historique qu'on a avec ce pays-là. Je pense que pour justement nettoyer cette ardoise sale de la France en Afrique, c'est pas ce genre de personnages qui doivent nous servir, qui sont encore dans les mentalités comme une continuité justement de la sauvagerie que l'Afrique ou alors que le Cameroun a vécu contre l'ancien maître ou contre l'ancienne puissance coloniale. Mais curieusement, c'est un ambassadeur de catégorie puissance 1000, un général de brigade qu'il faut le rappeler, fait partie, parce que c'est un criminel, il faut aussi le dire. Il fait partie, c'est l'ancien commandant de la flotte française, je crois, dans les îles, où il a eu à mater un certain nombre de mouvements d'émancipation de ce côté-là. C'est le profil qu'on a trouvé pour nous envoyer au Cameroun comme ambassadeur. Et vous voulez qu'on interroge, on ne doit pas s'interroger. Parce que c'est ça la politique étrangère, française, occidentale en Afrique. La bonne question, c'est quelle est la réponse que nous, en tant qu'Africains, qui se revendiquent d'être des peuples libres, souverains, quelle est la réponse que nous donnons à cette réalité-là? Parce qu'ils ont le rôle, ils ont le devoir de faire ce qu'ils font là, parce qu'il est question de vie ou de mort pour eux, mais nous-mêmes, c'est une question existentielle pour nous. Nous devons nous-mêmes nous organiser de nature à répondre efficacement à cette politique qui véritablement veut nous maintenir justement sur le joug de l'assujettissement, veut nous maintenir sur le joug d'un certain nombre de privilèges et de doctrines qui véritablement ne cadrent pas avec les intérêts des peuples africains. Merci à vous. Merci Charlie Kenya. Alors,